c'est difficile de contenir un certain nombre de choses, manifestement, et même de temps en temps les appareils répugnent à cette violence qui peut être faite et à la contrainte qui est imposée. Alors, la question de la contention, elle pourrait s'entendre selon plusieurs axes, donc je ne vais pas donner des réponses, je vais livrer plutôt quelques points comme ça, ou quelques problématiques. Le premier point, d'une certaine manière, c'est la notion d'une certaine dangerosité perçue, sauf qu'il est évident que la dangerosité n'a pas de définition objective et va dépendre finalement du contexte, de l'appréhension qu'on peut en avoir et de l'angoisse, et il continue tout seul. J'ai une machine folle en face de moi. Alors, comment on arrête la machine? Et on va avoir une multiplicité de conceptions, des conceptions qui peuvent être juridiques, qui peuvent être psychiatriques, victimologiques ou criminologiques, de la dangerosité. Mais on n'a pas du tout la même chose, on n'a pas la même appréhension. Les choses dangereuses ne sont pas les mêmes selon le point de vue qu'on peut avoir. Et dans le cadre des caractéristiques un petit peu psychopathologiques, on voit bien qu'il y a une multiplicité de situations entre, je dirais, ce qu'on appelait antérieurement les fureurs épileptiques, une crise anxieuse ou une activité délirante, la position qui est donnée à l'autre, une intégration ou pas de l'autre, et ben on va avoir quelque chose qui va être plus ou moins appréhendable à ce titre-là. Le deuxième aspect, c'est la dimension normative, finalement, qui va permettre de tolérer ou de ne pas tolérer tel ou tel comportement. Là aussi, on a une grande variabilité au niveau de ce qui est acceptable. Et on voit bien qu'actuellement, dans le cadre un petit peu des politiques plutôt gestionnaires, avec quantification, accréditation, tout un ensemble d'évaluations, je ne vais pas insister sur l'ensemble des choses qui sont mises en avant, la prégnance d'un discours plus scientifique que scientifique, l'importance qui est accordée à l'opérationnel et aux technologies, la prévalence du résultat, le poids des dispositifs de surveillance, plus que d'évaluation parfois, ont un effet à la fois pour modifier la position des soignants, mais vont entraîner aussi un autre type de tolérance ou d'intolérance à certains comportements. Alors, je ne reviens pas sur l'historique qui a été rapidement évoqué de la contention et du rapport à la contention. Je n'insisterai pas non plus sur les mises en garde qui sont soulignées, que ce soit par le collectif des 39 ou par un certain nombre d'associations à ce titre-là. Mais on voit bien qu'il y a une problématique qui se joue sur les modes d'accompagnement des comportements éventuellement problématiques. Je vais les dire problématiques plus que violents. Alors, j'insiste, et je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on m'avait quelque peu invité, c'est que où commence la violence en tant que telle, comment elle peut être perçue. Moi, j'ai longtemps été un prof d'arts martiaux, issu du milieu, je veux dire, où le contact était un petit peu direct. Il y a bien des choses pour moi, c'est peanuts. Là où pour d'autres, évidemment, dans d'autres perceptions, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont violents. Et donc là, on voit bien qu'il y a une différence qui peut être relativement importante. Et le niveau de tolérance des institutions varie suivant les époques et les périodes. Des comportements qui, on voit bien ça en criminaux, qui sont à un moment donné considérés comme tout à fait, je dirais, adéquats ou acceptables, ne le sont plus quelques années après. Ne serait-ce qu'au plan éducatif, au plus simple, on voit bien comment le mode d'intervention auprès des enfants s'est modifié sur 20 ou 30 ans. Alors, quels sont comment sont interpellés d'une certaine manière les soignants. Or, je dirais, puisque ça a été utilisé, que les soignants sont principalement, au moins on peut l'attendre, au moins depuis les années 70, dans des stratégies d'apaisement. Dans le sens où il s'agit effectivement de désamorcer, d'apaiser, de faire rien, de contenir, mais de contenir dans le sens de tenir avec, et non pas dans le sens répressif du terme. Alors on pourrait définir, vos collègues tout à l'heure parlaient de différentes fonctions, j'en rajouterais celle que proposait
Daniel Calin, des noms prédestinés d'une certaine manière. La fonction d'apaisement, il nomme la fonction d'apaisement, qui vise à réduire les angoisses, les tensions et les excitations, à absorber les affects, tout en ayant soi-même une capacité à maintenir un seuil de niveau d'excitation suffisamment bas, à ce titre-là. On sait bien que l'hyperexcitation en miroir, en quelque sorte, est toujours un indice d'une dégradation de la situation. Et tout un chacun, vous avez eu à gérer des situations d'extrême tension de quelqu'un en face de vous, soit sur un mode agressif, auto ou hétéro-agressif. Vous savez que plus, enfin, en règle générale, parce qu'après, je dirais, il y a des nuances cliniques, mais en règle générale, plus on est tendu soi-même, plus ça se dégrade. Et que généralement, c'est ce que les systémiciens appelaient les positions hautes et les positions basses. On prend des positions basses à ce titre-là. Donc, cette fonction apaisante, alors, je reprends cette terminologie-là, parce que je vais reprendre après des terminologies peut-être un peu plus psy, mais elle me semble intéressante parce qu'elle correspond aussi à des modes de positionnement qu'on essaye, d'une certaine manière, de tenir dans ces cas-là. Il rajoute à ça la fonction d'adossement. La fonction d'adossement, c'est une fonction qui consiste à favoriser chez l'autre la capacité à refaire du lien psychique, à structurer, à unifier ses mouvements émotionnels et pulsionnels. Et je trouve que c'est intéressant parce que, alors, je n'ai pas le temps de trouver là des exemples, mais quand on gère des situations de crise, effectivement, c'est un des aspects qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, c'est remettre du lien dans ce qui est en train d'exploser devant nous. Alors, il y a du sens, mais il y a du lien aussi qui vise à se mettre en place. Troisième fonction, et c'est une de ses collègues Bourgognant qui la suggère en quelque sorte, c'est la fonction d'endossement. Fonction d'endossement qui vise à atténuer un petit peu la responsabilité, à augmenter ou à minimiser, suivant les situations, la responsabilité de l'autre dans ses actes à ce moment-là, de façon à ne pas faire monter la tension. Et on pourrait y rajouter là la fonction d'adressement, c'est-à-dire comment on constitue aussi, comment on fait de l'adresse à cette expression un petit peu violente qui surgit à un moment donné. C'est-à-dire que soit il y a une adresse qui est faite et on va peut-être la modifier un petit peu, parce que si on est désigné comme le persécuteur, sauf si on a une appétence particulière, bien sûr, mais en général, on cherche à se décaler un petit peu, à faire un changement d'adresse, d'une certaine manière, et quand on a des actes qui sont sans adresse, le sujet est parti dans quelque chose où il n'y a pas d'adresse, on tente de se constituer comme adresse pour l'autre, ce qui fait partie des stratégies. Alors, avant de revenir sur ces quelques fonctions, parce que j'ai un temps relativement limité, il devrait rester à peu près 5 minutes, voilà. Un petit point sur la question de la violence. Je l'ai évoqué comme ça très rapidement. Bon, ce qui fait violence d'une certaine manière, c'est un excès. C'est un excès de force jugée ou ressentie ou vécue ou réellement destructrice à notre égard, avec son vécu d'intrusion et d'effraction. Le sens de la violence va augmenter, le sens ou l'absence de sens de la violence va augmenter les effets déstructurants ou délétères pour nous. Une violence qui s'inscrit dans une dynamique qui a du sens, le même acte est plus supportable alors que s'il survient de façon inopinée et inattendue à ce titre-là. S'il y a une implication ou pas avec l'objet. Alors, ce que ça produit en règle générale, vous le savez aussi bien que moi, c'est des formes de terreur interne, c'est l'effroi, c'est la désorganisation et l'effraction, et c'est surtout la défaite, plus ou moins momentanée, des systèmes de protection qu'on peut avoir, qu'on les nomme par excitation, peu importe, avec des effets de perte de repères. Alors, si je souligne ça, donc avec ces effets de sidération et d'immobilisation qui surviennent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un état de crise extrêmement violent chez un sujet qu'on a en face de nous ou à côté duquel on est, a ces effets de violence pour nous.
et j'aurais tendance à dire que c'est la violence interne dans laquelle il est et qui est en train de surgir de façon un peu inopinée, qui vient nous faire violence et vient nous déstructurer plus ou moins ponctuellement. Et on a à gérer à ce moment-là. Alors on voit bien qu'une des réactions parfois qu'on a, c'est, je dirais, les premières réactions, c'est soit du côté de l'activisme, c'est-à-dire d'une urgence d'agir à ce titre-là, de façon à essayer de cadrer un débordement qui nous est insupportable, alors avec tous les modes d'action, mais l'agir à ce moment-là, c'est un agir de non-pensée, c'est l'agir de l'urgence de façon, c'est comme une fuite, si vous voulez, qui interviendrait dans un tuyau d'eau, où on se précipite pour le fermer, mais on n'en travaille pas beaucoup plus. Ou sinon, c'est la réaction violente de notre part. Et on est toujours dans l'ambivalence quand vous avez quelqu'un qui vous fait une crise, de ne pas être soi-même particulièrement violent à cet égard, comme réaction défensive à ce titre-là. Et c'est en ce sens-là que la violence vient mettre à mal un certain nombre de postures professionnelles et défaire, ou mettre en tension, je dirais, la posture un petit peu déontologique de tolérance, d'accompagnement, etc., et la violence, finalement, qui nous est faite à ce moment-là. Alors, comme je n'ai pas le temps, je soulignerai juste, la violence, c'est aussi la violence du quotidien. Je veux dire, il faut quand même se rappeler que passer plusieurs heures au quotidien avec des personnes qui racontent des choses quand même un petit peu curieuses, qui ont des attitudes un petit peu désordonnées, qui ont des modes de communication un petit peu, originaux, on va dire ça comme ça, ne sont pas sans nous affecter au fil de la journée. Et on fait sans arrêt un travail à la fois d'élaboration et défensif, et on alterne au fil de la journée face à ces intrusions qui viennent parfois nous désorganiser, et parfois qui viennent nous toucher profondément. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que le dérapage pour nous est possible. Et c'est les effets de violence qui viennent nous intruser à ce titre-là, elles ne sont pas que psychiques, au moins elles sont complexes, c'est-à-dire qu'elles sont psychiques et physiques, c'est-à-dire que ça vient aussi intruser notre fonctionnement corporel, les images du corps, démanteler parfois certains fonctionnements et certaines enveloppes qu'on peut avoir et nous mettre à mal ou nous font ressentir certains malaises parfois corporels sans qu'on en sache tout à fait la cause. Alors, s'il est attendu du praticien au sens très très large du terme, quel que soit son métier d'origine, d'avoir une certaine distance, de prendre du recul, etc., c'est d'abord un vœu pieux. Dans la réalité, on sent bien qu'on est traversé par un ensemble de mouvements et qu'il nous faut un travail d'élaboration relativement important. Dans les éléments simplement que je soulignerai, premier élément, c'est le fait que le premier opérateur de transformation, le buffer qu'on a, c'est d'abord notre corps. Notre corps est une machine à traiter de l'émotion et à recevoir. Alors vous pouvez avoir un modèle de Bion, vous savez, transformation des éléments, des temps, des éléments alpha si vous voulez, peu importe. Mais c'est le premier élément de transformation. Et en plus de ça, plus vous êtes avec des personnes qui ont une hypersensibilité en raison éventuellement de leur pathologie, plus ils sont particulièrement sensibles à ces effets d'orphynixie, c'est-à-dire à ces effets d'intercorporité, avant même, ou conjointement, je dirais, à ces effets d'intersubjectivité, si on veut. Alors, savoir, et ça a été dit un peu tout à l'heure, c'est tous les phénomènes d'écolisation, c'est-à-dire où on se met en écho, et se mettre en écho, si on peut le dire du côté de l'empathie, si on veut, la capacité à recevoir, à renvoyer quelque chose de l'autre, où on lui signifie qu'on est capable de rentrer dans une partie de son monde sans y être tout à fait, ce qui est un travail artistique un petit peu, avec cette malléabilité qui est soulignée à plusieurs reprises. Donc comme il ne me reste plus qu'une minute, je finirai simplement sur le point suivant, c'est qu'un soignant, c'est jamais tout seul. Un soignant, c'est toujours toute une bande, c'est-à-dire c'est d'abord une institution. Et une institution qui dysfonctionne, qui n'opère pas les fonctions contenantes, et dans tous les aspects que peuvent avoir les fonctions contenantes,
ça produit toujours de la violence. Alors c'est le dernier point sur lequel j'insisterai. J'aurais tendance à dire qu'un sombre de foi, quand vous avez un sombre de patients qui commence à aller mal avec des formes de passage à l'acte ou des formes d'acting out, donc je ne vais pas reprendre la différence ici, dans un service, un sombre de foi, je me dis c'est pas les patients qui vont mal, c'est l'équipe qui est un petit peu malade en ce moment. Voilà, je vous remercie.